Le cercle vertueux de libres penseurs. Présente Espace républicain. Espace républicain. Messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez Espace républicain. Nous sommes bel et bien au rendez-vous de ces magazines, un magazine que vous aimez, que nous aimons aussi vous présenter parce que nous parlons de notre pays. L'accord politique a été signé. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur les possibilités de son inclusivité. Nous avons bien compris que cet accord était resté ouvert dans l'éventualité où d'autres personnes pouvaient venir y adhérer. Mais il semble que certains groupements, notamment le Rassemblement, ne veulent pas simplement adhérer à ce qui a été signé, mais veulent réfléchir à ce qui a été signé pour voir s'il peut compléter la réflexion avant d'apposer sa signature. Nous sommes donc dans une piste de la recherche de ce consensus tant recherché. Que va-t-il se passer bel et bien dans ces secteurs-là? On va donc le suivre. L'initiative, la dernière, c'est celle de la conférence nationale, la conférence épiscopale du Congo. Les évêques ont rencontré Etienne Tshisekedi, le président du Rassemblement, avec lequel ils ont échangé. Même si les évêques ont dit qu'ils n'allaient pas parler jusqu'à la fin du processus, nous savons au moins que le Rassemblement a déposé à leur bureau un mémo dans lequel il pose les quelques préalables et les conditions de ce dialogue qu'on parle inclusif. Ce sera un deuxième dialogue ou une adhésion à tout cela. C'est des questions que vous vous posez et que vous nous posez. Ce soir, nous n'avons pas toutes les réponses, mais ce que nous avons, c'est des analyses, des réflexions pour que la réalité ne nous soit pas très pesante, parce que sans information, l'insécurité mentale et psychologique grandit. Merci donc de votre fidélité. Ils sont donc venus tous, ils sont là, les membres de cet espace républicain. Ils sont là aussi, ceux qui nous suivent de très loin, de Aru, que je voudrais saluer. Ils sont à la frontière avec le Soudan. Ils nous suivent et ils nous ont écrit. Freddy Moulumba nous est revenu d'Abidjan. Bonjour Freddy. Et avec un autre numéro de Renaissance, ça avance vite, Renaissance. Je crois que nous avons présenté le premier numéro dans ce journal. Nous sommes comme les parrains un peu de Renaissance. Aujourd'hui, nous sommes au 5e numéro. Voilà, pour Freddy Moulumba, l'accord politique a été signé pour les élections apaisées en RDC est une victoire du peuple congolais. Nous saluons donc Jérôme Sekana qui est sur ce plateau et Jérôme qui s'essaye très bien comme éditeur après avoir été directeur général de plusieurs magazines. Jérôme, éditeur de Bonne Gouvernance, a titré sur le dialogue et surtout sur la Sénéco qui entre à l'ouvrage. Il l'a dit publiquement, il l'a demandé. Aujourd'hui, il vient de l'écrire. Bonjour Jérôme. Bonjour William. Évidemment, José Nawège, qu'on ne présente plus, qui aujourd'hui, exceptionnellement, quand même, je montre Forum des As qui n'a pas besoin d'être la publicité. C'est un journal très vieux quand même, hein, une vingtaine d'années, mais plus d'une vingtaine d'années, oui, voilà. Lui, il revient effectivement sur l'histoire du journal Le Soir et la réponse que le président de la CENI a donnée aux allégations de détournement et de siphonnage, si les termes existent, des comptes à la BGFI. Donc bonjour et bienvenue à cet espace républicain. John Ngomba nous revient d'Afrique du Sud. Je crois qu'il est relativement guéri avec un accident de circulation grave. Dieu merci, Dieu l'a protégé. La République l'a protégé. Il nous revient donc et j'espère que nous allons ensemble avec lui retrouver ses analyses. L'éditeur de la Colombe... le point gauche. Les journaux rouges. Le point gauche. Le point gauche. L'homme dont on me demande souvent, mais
Pourquoi vous invitez tout le temps Diana? Je dis, mais s'il n'y avait pas de Diana, comment serait ce pays? Toutes les personnes doivent concourir à l'élaboration de l'intelligence collective. Diana, comme moi, comme vous qui ne le supportez pas. Alors Diana, bonjour. Bonjour. Merci donc d'être là. Et enfin, notre ami Bruno Mbolisson, président d'Atlantique, et Bruno qui a mis en place un système pour les documentaires du pays. Je ne sais pas si l'initiative Congo continue. profond, en plein tournage pour la province de Kinshasa. Donc vous avez commencé pour Kinshasa. Oui. Ça se passe très bien. Très bien. Ok. Voilà, nous avons fait le tour de cette présentation régulière. Ils sont tous là. Alors la question, mais elle est grave, elle est à mon niveau, moi je pense qu'elle est optimiste. Donc c'est une émission d'optimisme que nous faisons aujourd'hui. Nous allons essayer de ne pas vous effrayer parce que nous croyons que les Congolais sont suffisamment forts pour dépasser les divergences et aller au fond des choses. Alors, José Nawège, très rapidement, la SENCO a vu le président du Rassemblement, a déposé son mémo pour que, ensemble, tout à l'heure, je vous lirai un peu quelques extraits de ces mémos, qu'on puisse finaliser cet accord et qu'on puisse gérer l'après 19 décembre de manière fraternelle et de manière apaisée. Quelles sont les chances de cette inclusivité? Disons qu'avant de parler des chances, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qui fait courir tout le monde? Il y a la SENCO, il n'y a pas que la SENCO, il y a le vice-ministre angolais des Affaires étrangères qui était ici, il a été alimité aussi pour voir le président du Rassemblement. Bref, il y a quantité d'initiatives. Toutes ces initiatives visent en réalité à faire en sorte que l'accord politique ait une base suffisamment large pour nous éviter le chaos finalement, pour parler des choses simplement. Et la SENCO, qui regroupe tous les évêques, donc qui est la tête pensante de l'Église catholique, ou en tout cas le leadership de l'Église catholique, la plus grande des églises chrétiennes chez nous. Quand la SENCO va au leader du rassemblement, après avoir conféré avec d'autres forces, c'est justement pour que l'on arrive à cette inclusivité, comme on parle ici. Moi, je préfère parler de l'inclusion. Bien. Alors, mais quelles sont les chances de cette SENCO? Sans lire dans une boule de cristal, je crois que la SENCO, du fait de son leadership moral, de son leadership spirituel, a des chances de faire bouger les lignes. Mais le problème, c'est qu'entre les bons sentiments et la politique telle qu'elle se mène, il y a quand même une marge. Si l'exercice consiste à dire l'accord politique qui a été conclu au dialogue de la Cité de l'Union africaine, si cet exercice consiste à dire, bien, vous venez, vous signez l'accord, je crois que ça ne se passerait pas, ça ne va pas réussir d'un coup. Mais si l'exercice consiste à dire, on arrondit les angles, il y a un accord qui a été signé, voici ce que nous nous proposons comme ajout, comme complément, comme amendement, tout ce que vous voulez, pour trouver une synthèse, parce qu'en réalité, on est en quête d'une synthèse. Si nous considérons l'accord politique comme une synthèse, mais c'est une synthèse qui a l'air d'une symphonie inachevée. Donc, il faut achever cette synthèse. Il faut parfaire cette synthèse. Et cette synthèse, on ne peut la parfaire qu'en intégrant le rassemblement. Pourquoi le rassemblement? Ce n'est pas parce que il y a des gens, parce que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil dans ce groupe. Non, parce que le rassemblement, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un autre débat. Le rassemblement regroupe en son sein des forces politiques, sociales, je ne le dirai pas, en tout cas des forces politiques qui sont suffisamment représentatives d'une frange importante de notre opinion. Sur le plan politique, quand je pense à l'UDPS, je pense à d'autres partis, ce n'est pas rien par rapport à ce que nous recherchons. Nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Si nous cherchons l'inclusion, c'est-à-dire la prise en compte du plus grand nombre possible dans nos solutions pour éviter ce que tout le monde redoute, à savoir le chaos, eh bien, il est de bonne politique que de soutenir cette dynamique actuelle. D'autant que, Willy, même l'accord, quand vous prenez l'accord lui-même, non seulement il reste ouvert,
Mais cet accord, quand il est adoubé au niveau de l'OUA, au niveau de l'UA aujourd'hui, et il est dit, nous sommes à Luanda, qu'il faut amener les autres parties prenantes à adhérer. Il faut aller vers les autres. Ce sont les chefs d'État africains et pas seulement eux, c'est la communauté internationale en ce qu'elle a de plus impersonnel, c'est-à-dire par opposition à cette communauté internationale qui se ramène pour l'essentiel à certaines capitales occidentales. Mais à Luanda, il y avait véritablement la communauté internationale, en ce qu'il y avait l'UA avec toutes les organisations sous-régionales qui nous concernent, c'est-à-dire je pense aussi à la CIRGEL, je pense SADC, etc. Et aussi, il y avait des représentants de l'Union européenne et de l'ONU. Donc, c'est vraiment les concentrés de la communauté internationale qui s'est retrouvée à Luanda pour, d'une part, bénir l'accord politique, mais avec un bémol. Le bémol, c'est quoi? C'est que, messieurs, l'accord là, il est très bien travaillé maintenant de manière à ce que cet accord implique le plus grand nombre possible. Pas de vin pour dire chez nous que par impliquer le plus grand nombre possible, c'est-à-dire intéresser aussi le rassemblement qui n'a pas été partie prenante. Merci beaucoup, José. Je passe la parole d'abord à Bruno Mbolisson. Sur la même question, rapidement, quelles sont les chances de réussite de l'initiative de la SENCO? D'abord, il faut situer l'initiative de la SENCO. Je crois au départ, c'était la volonté du président de la République qui a bien vu, comme nous l'avons dit dans l'une des émissions précédentes, que l'accord était bien signé, mais il présentait à son sein quelques signes de fébrilité. Donc, il fallait élargir l'inclusivité de cet accord. Ça a été la recommandation des Nations Unies également. C'est ce que la SENCO est en train de faire. Mais je note que entre l'accord qui a été signé et le mémo de la SENCO qui a été, plutôt du rassemblement qui a été transmis à la SENCO et signé le 2 novembre, il y a quelques points de convergence. Dans les mémos, ils mettent d'abord en avant-plan les points de divergence, mais moi je voudrais d'abord souligner les points de convergence. Le premier point de convergence, c'est l'impossibilité consacrée d'organiser les élections avant le 19 décembre qui tombe dans moins de 2 mois. La deuxième évidence, c'est l'obligation faite à la CENI de consolider ou de renouveler les fichiers électoraux, c'est-à-dire de clarifier qui doit aller voter et qui, ils sont au nombre de combien, ils vont voter qui. Ça signifie la révision du fichier électoral, son actualisation, mais également l'établissement des listes électorales. Et ça demande un temps. Et l'autre point de convergence, c'est la nécessité de préserver jusqu'aux prochaines élections le fonctionnement des institutions actuelles. Que ce soit dans l'accord qui a été signé, que ce soit dans le mémo du rassemblement, nulle part il est fait mention d'une suppression pure et simple des institutions actuellement en place au motif qu'ils sont hors délai. En tout cas pour les gouvernements provinciaux, depuis longtemps pour le Sénat, mais aussi pour l'Assemblée nationale. Le deadline c'est le mois de février prochain 2017. Donc on comprend qu'il y aura un glissement consacré de ces institutions jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Maintenant, il y a quelques points de divergence qu'il faut aplanir. C'est que j'ai noté que le mémo du rassemblement pose un véritable problème. Donc, les rassemblements voudraient obtenir une chirurgie de l'accord qui a été signé, en ce que le mémo exige que ça soit déterminé clairement qu'il ne faudra vraiment pas imaginer une éventuelle révision de la Constitution jusqu'à l'installation des prochaines institutions, mais également que ce soit clairement indiqué qu'on va libéraliser l'espace politique en libérant tous les prisonniers politiques et d'opinion, mais également en mettant fin à la sisciparité de certains partis politiques qui désavantagent un peu la plupart des partis qui sont aujourd'hui au rassemblement. Vous avez l'ARC d'Olivier Kamitatou, les MSR de Pierre Lumbi et même le PDC de José Ndundu Bonongue qui se retrouvent dans une sorte de sisciparité où vous avez une partie du même parti politique qui a la majorité alors que l'autre parti est dans l'opposition. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a une autre force qui est pratiquement la deuxième force politique de l'opposition à l'Assemblée nationale, c'est le mouvement de libération du Congo qui, même s'il a lui aussi connu des érosions politiques à l'interne au niveau du Parlement, n'a pas signé l'accord. Et aujourd'hui,
avec près de 20 députés, le groupe parlementaire MLC peut également peser dans la crédibilisation ou dans la facilitation de la mise en application de cet accord. Et donc, il faut saluer la démarche de la CENCO pour que tout le monde, pour qu'il y ait une large ouverture autour de cet accord-là, même si on ne pourra jamais atteindre l'idéal. Il y aura toujours des partis peut-être centripèdes ou dans une approche isolationniste vont se retrouver en dehors de l'accord, même si, quand bien même celui-ci aura été renforcé. La démarche qui est entreprise, et je crois que je pose la question à Diana directement, la démarche qui est entreprise par la CENCO, il faut arriver à l'inclusivité. Est-ce qu'il n'est pas un peu en contradiction avec l'accord lui-même qui s'est donné un délai de 21 jours pour son application? Bon, mais moi je pense sincèrement que on a remis presque en cause l'application, ou bien on retarde l'application de l'accord. Et on est obligé d'en arriver. Ça sera encore un point autour duquel il faudra se mettre d'accord. Parce que si on constate très bien, moi j'observe les acteurs politiques. Si vous voyez très bien aujourd'hui, ceux qui ont signé l'accord de l'opposition, le président de l'UNC par exemple, il est maintenant mal à l'aise. Il ne comprend pas que lui, après avoir signé, maintenant qu'on l'abandonne, dit « Monsieur, sois un peu de côté et nous allons chercher les autres là, qu'ils viennent avec tout ce qu'il y aura comme possibilité d'une bouche de plus, parce que l'assiette n'est pas déjà assez grande pour tout le monde. » Parce qu'en fait, pas quand même oui. Toujours d'alimentaire. Oui, c'est ce que j'ai dit. Faut quitter un peu le régime alimentaire. Vous savez, lorsqu'on parle de l'inclusivité, je dirais un peu comme l'homme d'Abidjan, Freddy Moulumba, pour ne pas le citer, qui dit « Nous n'avons pas été à l'école pour rien ». Mais je ne veux pas me perdre aujourd'hui. On peut se perdre, José Naoué, je vous dirais que l'inclusivité, les mots là en français n'existent pas. Mais c'est comme si vous allez, je trouve, Willy Kalenga autour de la route, en train de réparer son pneu. Mais est-ce que c'est pas réductionniste quand même, chaque fois qu'un homme politique pose une problématique, de penser que c'est toujours parce qu'il veut arriver à la mangeoire? Je suis allé au-delà de cela maintenant. Je trouve Kalinga, qu'est-ce que ça fait avec le pneu de sa voiture? Je dis, tu es crevé. Et il se fâche comme moi. Tu me vois bien complet, tu dis que je suis crevé. Il doit comprendre tout simplement que quoi, tu as un problème et tu veux que je t'aide. C'est ça, Kawasaki dit, nous pensons avec les mots, mais nous devons parfois nous dépasser de la charge émotive des mots. Oui. Et quand le philosophe allemand disait « il ne faut pas faire de la philodoxie » qui veut dire la querelle autour des mots. Il faut voir c'est comme... À travers l'inclusivité, si nous tenons compte du mot français, ça veut dire que l'inclusivité, c'est qui n'est pas fermé. C'est donné à tout le monde, avec la liberté de chacun d'y adhérer. Mais si nous nous en tenons à là, il n'y aura ni accord, ni quoi. C'est pourquoi on dit inclusivité, on sait qu'est-ce que José Naoué veut, qu'est-ce que le rassemblement veut, qu'est-ce que les autres veulent. Au-delà de l'inclusivité est utilisée comme un mot autour duquel on tourne, mais les vraies raisons sont en dehors. Alors, est-ce que la CENCO a une chance d'aboutir? La CENCO, même si personnellement, comme je n'approuve pas cette démarche, parce que je le dis toujours, la CENCO devrait commencer par signer elle-même. Pour aller convertir le païen, il faut être vous-même converti. Alors, je voulais commencer par là. Mais que la démarche est faite, et je pense que aujourd'hui, lorsqu'on dit il faut voir l'accord, faire une synthèse, qu'est-ce qu'il y a dans l'accord? Il faut revoir. C'est essentiellement le délai pour la tenue des élections. Et ce délai, on ne pourra pas le voir en tenant la CENI à côté. Pourquoi je pense que tous ces gens-là qui veulent qu'on revoie, qu'ils se retrouvent avec la CENI pour qu'on détermine. En ce qui concerne l'autre partie très intéressante, qui la participation, la gestion consensuelle du temps qui va rester, il faudra aussi que les gens se mettent qu'on parle clairement. Tant qu'on va contourner autour de non, l'inclusivité, au préalable, non. Au-delà des préalables, il y a un besoin. Il faut arriver directement à ces besoins là-bas. Mais je dis ceci. Dire que, est-ce que l'accord, il y a quelque part où l'accord entrevoit même à demi-mot la révision de la Constitution? Je ne pense pas. Parce que le dialogue lui-même se tenait dans le grand principe du respect de la Constitution. Même si déjà au Parlement, on semble nous dire que le dialogue, c'était une constituante qui pourrait mettre le gouvernement automatiquement, qui pourrait faire du gouvernement automatiquement démissionnaire. Je ne pense pas. Je ne pense pas.
C'est pourquoi je pense que cette histoire, je risque de faire du coq à l'âne, de la révision des comptes, c'était une bourre. Si on n'en tient pas compte, effectivement, on risque d'ouvrir une autre brèche demain. Très bien, Diana. Alors, ça va être John Ngomba, nous sommes sur la même question, maintenant nous abordons un autre aspect. Je voudrais rapidement dire que le mémo du rassemblement a 5 points. Nous l'avons déjà évoqué ici, je vais quand même le rappeler pour ceux qui ne l'ont pas lu. Les rassemblements parlent de la constitution de la République et du pacte républicain de Sun City, en estimant que le pacte républicain de Sun City est le fondement de la constitution de 2006. Il parle du processus électoral, donc de l'impossibilité qu'il y a, d'ailleurs comme l'a dit tout à l'heure Bruno, d'organiser les élections cette année en 2016. Il parle de la légitimité des animateurs et des membres des institutions politiques. Donc quand nous allons atteindre le point d'achèvement de toutes les légitimités. C'est cela en réalité. Donc nous allons atteindre ce point d'achèvement. Comment on va gérer la République? Parce que personne qui va rester au pouvoir n'aura eu la légitimité du peuple. Aucune institution. Alors, et on parle aussi de la décrispation politique et des mesures de confiance mutuelle. Comment, dans les cours de temps, discuter pour y arriver. Et puis enfin, ce mémo parle du mécanisme de suivi, du compromis politique et des garanties de bonne fin. Je crois que c'est quand même intellectuellement possible qu'un tel schéma puisse aboutir. Alors si nous avons encore des craintes, où se situeraient vos craintes? Oui, les craintes, à mon sens, se situent au niveau du pouvoir politique. Au-delà de tout, c'est les pouvoirs politiques que les uns doivent céder et que les autres doivent prendre. Ça, on va dire trivialement, c'est cela. Alors, les revendications ou les mémos du rassemblement ne laissent pas visiblement une marge de manœuvre au pouvoir actuel. En réalité, le rassemblement veut co-gérer cette période transitoire avec le pouvoir actuel, à qui il ne veut pas faire aucun cadeau, parce que le rassemblement se considère comme le prochain, comme on dit en anglais, the next. Le prochain à prendre le pouvoir, c'est le rassemblement. Alors, accepter que cette période transitoire soit gérée par un adversaire politique de mauvaise foi n'arrange en rien du tout les affaires du rassemblement. Alors maintenant, dans quelle mesure est-ce qu'on peut trouver un compromis? Ça, c'est la force de la médiation. La SENCO, je voudrais qu'elle puisse prendre date et jouer un rôle capital. Parce que d'une part, le président de la République, on va dire, qui représente les chefs des files du pouvoir, il a été reçu par le pape. Le pape qui se situe un peu dans la droite ligne de l'Église catholique. Et la SENCO, elle, on l'a vu émarger aux côtés du rassemblement, lors du conclave du rassemblement. Donc on peut dire que l'Église catholique devrait jouer ce rôle des liens qui manquent aux deux grands regroupements politiques actuels. Alors, il faudra d'autre part que les acteurs politiques se subliment énormément pour que nous puissions ne serait-ce que faire bouger les lignes. Sinon, les uns et les autres vont se cramponner sur leur position. Eh bien, la suite, on peut la prévoir. Merci, John Ngomba. Jérôme Sekana, vous qui êtes défenseur de vous appelez tout le temps le cardinal Mosengo, la SENCO, prenez vos responsabilités, allez voir les uns les autres. Mais bon, vraiment, vous demandez que la SENCO puisse prendre en charge cette dimension manquante de l'accord. La SENCO l'a fait, mais Diana vous rappelle que la SENCO n'a même pas signé cet accord. Bon, alors, quel commentaire vous faites? Quelle chance vous accordez à quelqu'un qui n'a pas lui-même adhéré à ce qu'il veut convaincre? En fait, je pense que la SENCO est aussi demanderesse, si je peux dire comme ça, d'une inclusivité, d'un réajustement de l'accord. Merci William. J'étais avec vous sur un plateau de télé où
nous avons évoqué cette question et nous sommes très ravis de constater que aussitôt que nous avons soulevé cette question, la proposition que nous avons faite a été comprise par le chef de l'État. L'opinion que nous avons émise, très modeste. Bon, l'opinion que nous avons émise a été entendue. Bon, entendue. Voilà. Pourquoi? Parce que même si aujourd'hui nous parlons de la SENCO faisait des contacts par elle-même. Mais cette fois-ci, elle est revêtue d'un mandat du chef de l'État. Et là, sincèrement, je salue la sagesse du président de la République parce que c'est lui qui est le responsable numéro 1 du pays. Il a reçu le mandat du peuple congolais. Et s'il arrivait quelque chose de désastreux à ce pays, il répondra. Même l'histoire retiendra son nom que celui qui était là et il n'a pas pu prendre toutes les dispositions. C'est pour cette raison que j'aimerais d'abord calmer tous ceux qui pensent que après 21 jours, il faut qu'on ait un gouvernement, ceci, cela. Parce que ça sert à quoi d'avoir un gouvernement et le lendemain, les pays s'embrasent? Si nous avons encore toutes les chances de pouvoir émettre sur la même longueur d'onde, de rapprocher le vu, parce que les divergences ne sont pas aussi profondes qu'on le croit entre le rassemblement et la majorité présidentielle. Je pense que je suis convaincu et je peux dire ici que avant l'arrivée de la commission de la délégation du Conseil de sécurité qui arrive les 11, nous aurons une solution à la congolaise. Je l'ai dit en connaissance de cause, en tenant compte des investigations que j'ai faites, et ça sera une fierté nationale. C'est que je peux demander aux uns et aux autres d'être compréhensifs. S'il faut que le point de vue de nos compatriotes du rassemblement puisse être intégré dans cet accord, nous avions dit que c'était un bon pas, un pas dans la bonne direction, soit intégré dans cet accord sans toutefois faire des casses, je pense que c'est la solution la meilleure. Parce qu'il ne faut pas qu'on attende toujours que les gens quittent à New York pour venir nous montrer les chemins à prendre comme si on était des enfants. Les gens et la grande divergence, c'est quoi? Ceux qui arrivent de New York viendront nous dire, c'est comme le son des cloches que nous entendons à Paris ou à Bruxelles, des élections en 2017, ou rien. Alors que les Congolais se sont retrouvés, quand bien même le dialogue n'est pas constitutionnel, quand bien même ce n'était pas une commission, comment est-ce qu'on a, assemblée constituante qui s'est réunie là-bas, mais au moins les Congolais se sont retrouvés. Et la majorité, donc un grand nombre des Congolais se retrouvent dans ça parce que c'est au moins une solution que nous avons sous la main. C'est différent de ce que nous avions comme situation auparavant. On ne savait pas où on allait. Maintenant qu'il y a une certaine visibilité, moi je pense que ne donnons pas la chance à ceux-là qui viennent nous dire qu'ils nous aiment, alors qu'ils ne nous aiment pas, ils aiment leurs intérêts, de venir nous dicter leur volonté. Parce que si nous n'arrivons pas à nous entendre, c'est la volonté de ceux-là qui nous veulent nous voir divisés qui va primer. Surtout qu'ils ont les médias qui sont très puissants, surtout qu'ils ont de l'argent, et nous sommes très fragiles. On nous divise facilement, nous n'avons pas vraiment beaucoup d'hommes d'État capables de résister à des tentations. Merci. Je vais terminer en disant ceci, que moi je crois, et je peux vous dire à 90%, que la SENCO va réussir. Et je peux dire ici que avant le 11, je sais très bien qu'il reste quelques jours, avant le 11, nous pouvons avoir une bonne nouvelle, une fumée blanche qui pourra sortir. Et je demande à ceux-là, parce que du côté de nos amis qui étaient au niveau de la cité de l'Union africaine, pour eux, ils regardent la montre, ils regardent le calendrier, 21 jours et nous passons aux affaires. Mais attention, il faut attendre. Il faut attendre, même si le chef de l'État n'arrive pas à nommer un Premier ministre à la date, aux 21 jours, depuis la date de la signature, il ne faut pas lui en tenir rigueur parce que lui, il voit plus loin et il veut plus la paix. Et je voudrais qu'il puisse continuer dans cette direction-là parce que même au sein de la majorité, il y a des gens qui ne sont pas contre et qui ne sont pas pour ça. Il y a ceux qui sont frustrés, ils disent non, il faut les laisser les autres. On ne peut pas laisser une frange importante de notre pays, comme nous l'avons dit, notamment les MLC, notamment les amis de l'IDPS et les autres. Donc, Congolais, prenons notre destin en main, écoutons ce que nos frères de la SENCO vous proposent et que la SENCO, qui se réserve de parler présentement, parce que quand vous parlez trop, parfois,
ça fait faire fuir des informations, que nous puissions accorder chance à la Synco. Et je suis de ceux-là qui pensent que la Synco va réussir. Alors, vous voulez dire quand ça vient de la Synco. Évidemment, Freddy Moulumba, je crois que quand Jérôme parlait, ça vous a un peu... Je vous sens. Vous venez régulièrement, vous venez de l'extérieur, vous avez constaté que le Congo perd du temps dans des fronts inutiles alors que d'autres fronts nous attendent. Sommes-nous toujours en danger? Ou bien, avec l'accord, nous avons fait passer la menace? Willy, moi je suis très inquiet. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité en face. Et pour dire la vérité, il faut lire l'histoire pour tirer des leçons. Ce n'est pas la première fois que les Congolais négocient. Rappelez-vous du temps de Mobutu sous la transition. Le pouvoir, donc le mandat de Mobutu est arrivé à la fin. Je pense que c'était le 5 décembre, un truc comme ça. On a dit que c'était terminé. Il y a eu une négociation entre l'opposition et la mouvance présidentielle. On a trouvé un compromis politique. En dehors du compromis politique, il y a eu une constitution de Mobutu qui a été révisée, qui continuait quand Mobutu nommé par rapport à sa constitution. Tshisekedi d'un côté, on a remplacé Tshisekedi, il y a eu encore les Birindois, les Keng et autres. Tout s'est bloqué. On a passé 7 ans. Après 7 ans, l'AFDEL est arrivé, on a chassé tout le monde. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, je prends la période de Mzee Kabila. On a commencé ici, concertation nationale, dialogue national. Et à la fin de cette période, Mzee est assassiné. Et les gens sont partis à Sam City. Ça signifie quoi? Je pense que M. Ngomba a vu la fois dernière des 4e composantes. Les drames ici, il faut se dire la vérité en face. Nos amis occidentaux qui sont en faillite ne laisseront pas les Congolais tranquilles. Tout ce qu'on fait là, ça peut soit déboucher sur une guerre, parce qu'ils doivent contrôler le Congo, soit déboucher sur, on va transplanter la question du Congo à l'extérieur pour qu'on impose, comme on a fait à San City. Je pense qu'il faut quand même de deux côtés qu'on prenne conscience. Il n'y a donc pas de marge, vous ne voyez aucune marge de manœuvre pour que les Congolais eux-mêmes puissent consolider leur propre destin? Non, le problème est que les Congolais portent des masques. Parce que je pense tous. La grande partie des Congolais... Même Diana qui n'est jamais allé nulle part. Ça soit du côté de la majorité, du côté de l'opposition. Même masque pendé. Beaucoup travaillent pour les intérêts étrangers. D'où l'impasse. Et ce qui va nous donner aujourd'hui, parce que je vous dis, nous sommes dans un monde qui est en pleine imitation. On a l'impression que nos discussions ici vont résoudre la question. C'est faux. Mais est-ce que vous ne surévaluez pas la puissance? Il y a une forme de surestimation, surévaluation. Il est du danger extérieur. Je ne suis pas pessimiste. Je vous cite le livre de Jacques Attali. Oui. Vous pouvez vérifier. Il n'est pas congolais. Non, écoutez un peu. Je parle d'imitation sur le plan international. Oui. Il vous dit, quand il y a une crise, comme celle, la crise qu'on a connue, qu'il compare à la crise de 1929, qui a débouché sur la guerre. Donc, quand il y a une crise, il n'y a pas d'autre possibilité. Il y a la guerre. Jacques Attali partit même plus loin, en disant que la situation qui se passe maintenant, elle est comparable au déclin de l'Empire romain. Donc, le monde est en train de changer. Nous sommes ici avec... nous réfléchissons avec des pensées intellectuelles, des schèmes intellectuels de la guerre froide. C'est terminé, Willy. Il faut aller au-delà. Le monde est en train d'être reconfiguré. Est-ce que vous ne voyez pas ce qui se passe en Syrie? Il y a démocratie, il y a développement, il y a alternance. L'Amérique et la Russie se partagent le monde. Si demain, après la Russie, après la Syrie, après l'Irak, donc après le monde arabe, ils vont descendre en Afrique. Donc nous devons nous préparer à nous battre. Hein? Ce qui m'amène... De telles discussions comme ça, nous perdons le temps. Nous sommes dans un monde trop violent et le capitalisme est en crise. Très bien, il faut prendre donc nos armes et tirer sur ce qui bouge. Non. Ah bon, faisons comment? Quand j'ai dit il faut se préparer, j'ai bien compris. C'est d'abord mentalement, libérer les gens, connaître l'histoire. Alors, deuxième chose, il faut donner aux Congolais la capacité de se défendre. Une armée forte.
Et puis les gens n'ont pas. Il y a ce que monsieur, mon ennemi parle toujours de. Vous avez un ennemi ou un adversaire? Ennemi de classe, il faut ajouter. Idéologie, donc insuffisance idéologique. Déficit idéologique. Déficit idéologique. Donc il y a un grand déficit idéologique. Dans la classe politique congolaise, on ne sait pas ce qu'elle cherche. Voilà, alors je vais introduire exceptionnellement un deuxième sujet, mais qui est en rapport avec le premier. C'est l'élection présidentielle aux États-Unis. Alors, un peu en avant, nous en avons parlé, parce qu'il faut que nous puissions savoir comment le monde change. Le monde change avec des hommes qui changent dans des grandes puissances. C'est Donald Trump, c'est Hillary Clinton. Pour les Congo, ce serait qui les meilleurs? Pour les intérêts du Congo, si vous le connaissez tant soit peu, et si vous les avez bien identifiés, comment le changement des présidences aux États-Unis peut influer sur la crise actuelle où nous sommes à la recherche de l'inclusivité dans notre accord. C'est très rapidement, hein? Je crois que la question est précise et ne demande pas de circonvolution. Vous commencez, vous prenez une minute, et nous pourrons encore une troisième si on en a encore le temps. Je vais commencer, Willy, mais j'aimerais qu'on puisse clarifier une chose. Vous savez, cette émission est d'une facture très élevée et nous devons faire très attention par rapport à ce que nous disons. Je ne dis pas que je réponds à Diana, mais je dis que ceux qui aiment réellement le Congo, Diana y compris, ne devraient pas trouver des remords quand les non-signataires reviennent à l'accord, vers l'accord. C'est plutôt une bonne chose, parce que comme l'a dit Freddy, ça participe à la mobilisation générale, ça permet à ce qu'il y ait une cohésion nationale renforcée qui nous permettra de nous défendre par rapport à la c'est bien compris, mais revenez à la question. Deuxième question, très important, ça a été dit. Je vous en prie. Il n'y a pas de bourde à l'Assemblée, au Parlement en ce qui concerne la loi sur la reddition des comptes. Le gouvernement a fait son travail en amenant ce projet de loi de reddition des comptes qui précède l'examen du budget. Les parlementaires, les députés n'ont pas de mandat impératif. Ils ne sont pas obligés de faire ce que le gouvernement leur demande. À travers une motion incidentielle de l'honorable Nzangi, qui est membre de l'ECOFIN, a estimé que parce que l'examen de la reddition des comptes débouche sur les conseils de recommandation au gouvernement et qu'ils ne sont pas sûrs que tous les membres du gouvernement vont survivre chacun à leur poste, il faut attendre le gouvernement qui est attendu dans une semaine. C'est qu'il y a un calcul politique. Voilà, donc aussi, non, mais c'est bien que nous puissions nous-mêmes. C'est bien que nous-mêmes nous puissions respecter la vie privée des institutions. C'est très important si nous voulons être républicains. Par rapport au débat entre Obama et Hillary Clinton, je crois que Trump et Hillary Clinton, je crois que nous devons noter que ce sont des Américains. Nous avons été bernés. Il y a 8 ans, il y a 12 ans, quand Obama devait arriver à la magistrature suprême, il y a les Africains, les Congolais qui ont dormi dehors, chantant toute la nuit, qu'on a maintenant un président aux États-Unis va résoudre les problèmes des Africains. Il y a même des partis politiques qui ont dit « je vote pour Obama ». Mais c'est un président américain à part entière et entière à part. Les deux n'ont rien d'africain. Hillary Clinton, c'est vrai, il a une expérience très costaud, il connaît l'Afrique. Très bien. Pour vous, donc, ça signifie qu'il n'y a pas d'impact. Bonnet blanc. Blanc-bonnet, merci. Donc, merci Bruno. Diana, sans rentrer dans la question de la révision des comptes. Non, je ne rentrerai pas, d'autant plus que la bourde, elle est réelle, dans la mesure où c'est le gouvernement qui a géré le budget passé qui devrait faire la reddition des comptes. C'est à ce gouvernement qu'on devrait poser des questions. Maintenant, on réserve pour poser des questions à un gouvernement qui n'a pas géré. Vous êtes revenu. C'est une bourde. Continuité de l'État. Continuité de l'État. Voilà, maintenant rentrons. Ça ne vous intéresse pas de parler d'international. Vous voyez que ça n'intéresse pas les Congolais. Je dis ceci. Oui. Que ce soit Obama, que ce soit Clinton, que ce soit Trump, ils changeront, mais la CIA reste. La CIA va rester et la politique américaine restera la politique américaine. Donc moi, Joachim Diana, je ne veux pas dormir pour dire j'ai rêvé, j'ai vu Trump, j'ai vu... Trump là, vous le voyez là, peut-être il ne connaît même pas le Congo se situe où. Posez-lui la question. Mais Hillary est comme déjà venu ici. Hillary Clinton, moi j'étais parmi les gens qui l'avaient accompagné à Goma. Je l'avais vu. Mais votre Trump, peut-être, il ne sait même pas, même si Hillary nous a donné un goût amer avec le soutien à nos agresseurs, avec son mari à l'époque. Bon, mais je pense que les Congolais ne doivent pas se leurrer outre mesure. On regarde comment ça se fait aux États-Unis d'Amérique. C'est une expérience démocratique qui peut nous aider à résoudre nos problèmes. Par exemple, notre problème qui est le problème de fameuse inclusivité, de comprendre que
Aujourd'hui, la SENCO n'a pas qu'une tâche facile, difficile. La SENCO a à faire comprendre à ceux qui sont en dehors que c'est de votre intérêt. Merci aussi. Diana, merci. Je vois que la question américaine ne vous intéresse pas du parce tout. Que ça ne m'intéresse pas. Ce sont les Américains. Parce que si aujourd'hui, les gens ne savent pas, demain, ça sera quoi? Il a la parole, merci. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai, je prends pour mon compte un peu ce que Diana a dit, mais la vérité aujourd'hui, c'est que les États-Unis d'Amérique, c'est pas n'importe quel pays. Et les États-Unis d'Amérique influencent énormément les relations entre les États du monde. Et c'est même l'objet de leurs relations personnelles, qu'est-ce que je veux dire, de leur politique étrangère, parvenir à imposer ce qu'ils appellent la Pax America, après la Pax Rome. Donc, nous devons savoir quelle attitude nous comporter. Il est vrai quand même que, c'est vrai, il y a cette grosse machine qui sous-tend les chefs d'État, mais chacun a une forme de susceptibilité, j'allais dire, de sensibilité. Hein. Quand c'est Obama, quand c'est Clinton, quand c'est Trump, par exemple. Et moi, je pense que si jamais Hillary Clinton passait présidente des États-Unis d'Amérique, elle a l'avantage de connaître le Congo, d'avoir été dans ce pays. Au moins, à la différence de Trump, ça ne sera pas une île dans quelque part inconnue. Mais ça veut dire aussi que elle va avoir une forme d'activisme à l'égard du Congo et de tout ce qui se passe au Congo. Et comme on sait qu'il n'y a rien de gratuit aux États-Unis d'Amérique, elle va vouloir, ou ils vont vouloir influencer énormément notre politique interne, si tant est que nous n'avons pas pris soin de pouvoir nous, de pouvoir nous sécuriser. Donc, qu'est-ce qui est mieux pour le Congo? Bon, ce qui est mieux pour le Congo, je pense qu'il faut que Trump passe. Très bien, au moins c'est une réponse claire. Oui. José Naouej, je sais que ces questions internationales vous intéressent et rapidement, parce qu'il nous reste très peu de minutes maintenant. Oui, je voudrais d'abord jeter un regard historique sur ça. Les relations internationales, c'est des relations entre États, les tous s'entremêlent. On ne peut pas dire que ce qui se passe aux États-Unis ne nous concerne pas. Bien au contraire. Et quand vous prenez l'histoire même des États-Unis et l'histoire de l'Afrique, il y a eu deux tendances. Je vais y arriver. Il y a deux tendances. Il y a la tendance internationaliste et isolationniste. Il y a la tendance de Monroe, tout le monde a étudié ça, l'Amérique aux Amériques, et la tendance de Wilson qui voulait intervenir en 1920 déjà au lendemain de la guerre, de la première guerre. Les États-Unis ont contribué. On parlera des raisons, c'est dans une autre émission, ont contribué à la décolonisation de l'Afrique parce qu'ils n'étaient pas concernés, eux, d'abord. Parce qu'eux-mêmes avaient connu la colonisation. Ils ont contribué à ça. Et donc, vous voyez, le lien est évident. Jusqu'en 60, les États-Unis ont joué un rôle important dans nos affaires africaines. Nous sommes aujourd'hui, et Freddy l'a dit, dans un monde post-guerre froide. On a presque fini de solder les comptes de la guerre froide. Il y a un nouveau monde qui émerge. Mais ce nouveau monde, comment il est? Vous avez en 92, quand Bill Clinton, le mari de Hillary, qui pourrait être à la Maison Blanche, côté salon ovale, pendant que le mari pourrait être cette fois-ci à la cuisine. Quand Bill Clinton arrive en 92, il émet ce qu'on appelle la doctrine des nouveaux leaders. Vous voyez que ça nous concerne. Pour l'Afrique, il cible l'Éthiopien, qui est mort, oui, l'Érythréen, le Kagame ici, Front Patriotique, et Museveni. Le petit dictateur africain. Et alors, il suggère à ceux-là Laurent Désiré Kabila pour renverser Mobutu. Parce que pour la doctrine clintonienne, Mobutu ne valait plus la peine. Représenter l'ordre ancien. Et Mobutu avait fini d'être le rempart contre l'expansion du communisme soviétique. Bon, excusez-moi, c'est une longue histoire. Donc vous voyez qu'il y a des liens avec nous. Et donc, on ne peut pas dire que si Clinton, même si dans tous les trois débats, l'Afrique, et ce n'est pas nouveau, chaque fois qu'il y a des débats pour la présidentielle aux États-Unis, on ne parle pas d'Afrique.
Mais simplement, les États-Unis, il y a une espèce de division internationale du travail au niveau international qui est née de la guerre froide, qui pourrait changer maintenant. Mais nous, notre intérêt, c'est d'influer, de nous organiser, justement, nous Congolais, pour que cette division internationale du travail, qui est inéquitable, parce que songez qu'au Conseil de sécurité, le tout se tient, il y a 5 pays vainqueurs de puissance de l'Axe, à savoir les États-Unis, la Russie, l'URSS à l'époque, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France. Bon, ces 5 pays représentaient le monde vainqueur en 1945. Mais est-ce que ces 5 pays, depuis 1945, est-ce que le monde n'a pas changé? Freddy nous l'a dit, le monde a foncièrement changé. Les rapports de force ne sont plus les mêmes. Mais il faut que ces rapports de force nouveaux se traduisent sur le plan des institutions, sur le plan institutionnel. En d'autres termes, c'est un scandale qu'un pays immense comme l'Inde ne fasse pas partie du Conseil. C'est un scandale que l'Afrique soit absent du Conseil. C'est un scandale qu'on croit que la Chine ne doit être là que comme un pourvoyeur de fonds, mais pas comme un acteur politique majeur à l'international. Et donc, si logiciel nouveau il y a pour nous, Africains, pour nous, Congolais en particulier, nous devrions nous dire, si nous restons divisés, eh bien, nous allons continuer à être une espèce de variable d'ajustement au niveau international. Nous devons cesser d'être... Je termine par la... Non, vous n'avez pas terminé, parce que je vais vous poser encore la question. Oui. Il faut arriver à répondre à ma question assez piégée, mais entre Clinton et Trump, pour le Congo, vous pensez que ce sera le meilleur choix? Oui. Cette question, elle est peut-être anecdotique. Non, elle n'est pas anecdotique. Voilà. Elle n'est pas anecdotique. La politique étrangère des États-Unis est moins le fait de l'homme qui est à la Maison-Blanche que le fait des rapports de force internes aux États-Unis. Quand les États-Unis éprouvent le besoin stratégique de contrôler le Moyen-Orient avec son pétrole, ils vous envoient un va-t-en-guerre. Quand les États-Unis épousent le besoin stratégique de peaufiner leur image à l'international, ils vous envoient un Obama qui séduit les Noirs, qui séduit les Africains. Mais fondamentalement, lui, Obama ne se méprend pas sur... C'est pourquoi on l'a mis là-bas. Obama, on ne le met pas là-bas parce qu'il est kenyan. On le met pour résoudre un problème ponctuel qui se pose aux États-Unis. Pourquoi il est kenyan? Il est aussi américain. C'est 50-50. Il n'est pas kenyan, il est aussi américain. Oui, Diana, tes enfants... Non, il est 100% américain, d'accord. Il est 100% américain. Il n'est pas noir. Est-ce que je peux finir? Je vous en prie, je voudrais que Diana ne prenne pas la parole de manière désordonnée. Est-ce que je peux finir? Par conséquent, je voudrais d'abord préciser qu'Obama est 100% américain. Il est citoyen américain. Il n'a pas de passeport kenyan. Il est citoyen américain, mais il est d'origine africaine. On ne peut pas lui dénier ça. Son père. Oui, par son père. Voilà. Je crois que c'est quand même déterminant aussi. Bon, alors, je voudrais finir maintenant. Est-ce que c'est Trump, c'est Hillary? La question fondamentale pour nous, ce n'est pas celle-là. Que ce soit Trump ou Hillary, ce n'est pas ça la question. La question fondamentale pour nous, c'est de dire, si l'Amérique se prononce pour un isolationniste, je veux dire, comme Trump. Pourquoi Trump? Parce que Trump est essentiellement une réponse américaine au mal-être américain. Alors que Hillary, du fait de son pédigré, du fait de tout ce qu'elle a été, vous voyez ce que je veux dire, est une réponse américaine à la participation de l'Amérique à l'équilibre du monde. Alors, pour nous, que ce soit Hillary ou Clinton, là n'est pas le vrai problème. Pour nous, le vrai problème, c'est comment nous nous organisons à l'interne. Vous voyez qu'il y a même des rapports avec ce qui se fait maintenant. Comment nous nous organisons à l'interne pour avoir une réponse congolaise, quelle que soit la personne qui sera à la Maison-Blanche le mardi, comment nous nous organisons à l'interne pour avoir une réponse congolaise, pas seulement par rapport à ce qui va se passer à l'Amérique, mais par rapport à l'orionamento mondial qui se négocie maintenant. Merci José. Je voulais laisser un peu plus de temps pour développer tout ça. Je passe la parole à Jérôme Sekana qui, lui, est habitué à couvrir même ces élections. Heureusement, cette fois-ci, il est resté quand même au Congo. Il n'est pas parti
pour couvrir les élections. Jérôme Sekana, quelle est votre lecture? Moi, je les ai couverts depuis 88. Je vous en prie, quelle est votre lecture? Bon, d'abord, je pense que vous m'accorderez autant de temps que... Non, vous n'êtes pas en compétition. Il reste 2 minutes pour l'émission. Parce que moi, j'ai des choses à dire. Je vous en prie. Écoutez, nous devons comprendre une chose. La politique extérieure des États-Unis protège les intérêts des Américains. Et quand bien même on est élu à la Maison-Blanche, on ne fait pas sa politique extérieure. On fait la politique extérieure des États-Unis et il y a des stratèges qui réfléchissent. Notre faiblesse, c'est les lobbies. J'ai eu à manifester devant la Maison-Blanche plusieurs fois, y compris en 2008 quand j'avais couvert les élections présidentielles quand Obama est passé, et même à New York, vous l'avez dit. Mais je dois vous avouer que nous devons nous organiser pour essayer de faire entendre notre voix. Au niveau des rouages politiques aux États-Unis, il y a des méandres où nous n'arrivons pas, où des gens prennent la place des Congolais et essayent de parler et de dicter même à la politique américaine contre nous. Et je sais très bien que Trump, il n'est pas de ce qu'on appelle là-bas l'établissement, voilà. Le WASP. Voilà. Il n'est pas de cette classe et il est dit, quand bien même il est milliardaire, et c'est quelqu'un qui va apporter peut-être des changements majeurs. Et c'est pour cette raison, je me dis, Hillary a été très bien préparée. Vous avez suivi les fuites des emails où elle recevait en avance même les questions pour essayer de paraître plus forte, plus organisée, plus intelligente que les autres. Et Trump, c'est quelqu'un, on ne lui accordait même pas la chance d'arriver, de faire 1 mois. Mais il s'est battu, ces messieurs-là. Regardons d'où il vient. C'est quelqu'un d'abord qui avait demandé seulement à son père... Jérôme, votre analyse, pas votre ma réponse, votre favori. D'abord l'analyse. C'est Trump. Ah, donc vous pensez c'est Trump. que... Pourquoi? Parce que Trump, il va essayer, comme il a dit, et il en a la capacité, d'essayer un peu de bouger les lignes, que ce soit à Washington et même en dehors. Vous avez vu les manifestations qui se sont passées en Ouganda. Eh bien, on a arrêté les gens parce que le monsieur a dit que lui, il ne va pas composer avec les dictateurs. Nous, on a besoin de s'organiser de l'intérieur pour être plus fort vis-à-vis. Nous pouvons rêver, comme le dit souvent mon ami, que la Chine, aujourd'hui, c'est une grande puissance économique et est en train de devenir une grande puissance militaire. Mais la Chine n'a pas encore pris le contrôle du monde, comme les États-Unis ont le contrôle du monde depuis la chute du mur de Berlin. Donc, il y a moyen, ici c'est l'intelligence, c'est la stratégie qu'il faut travailler pour savoir comment protéger nos intérêts face à ces appétits gloutons des Occidentaux, notamment les Européens qui n'ont plus d'argent et qui sont allés voir la Chine pour dire que n'accordez pas à ces Africains de l'argent sans passer par nous. Il faut que nous puissions cautionner, nous puissions vous donner autant. Donc, il est question ici que nous puissions ouvrir les yeux et que nous puissions travailler notre stratégie pour ne plus être les dindons de la farce. Trump va passer et nous pouvons prendre date. Bon, je crois que c'est une réponse de Jérôme. Je lui posais qui entre les deux pour le Congo. Ben, pour le Congo, c'est Trump. Voilà, merci. Parce que nous avons vu ce que la famille Clinton nous a fait. Merci, nous allons prendre... la famille Clinton conseille même Kagame, conseille Museveni. Merci Jérôme, vous avez pris le temps de la parole. Nos agresseurs. Merci Jérôme. Faisons de l'analyse, évitons l'opinion et les commentaires, faisons de l'analyse. Alors, Freddy, vous avez quelques minutes pour pouvoir nous proposer une de vos millésines. Non, je pense que soit Trump, tout comme Hillary pour le Congo, ce sont leurs intérêts, il ne faut pas être naïf. Là, on ne peut pas discuter, ils sont pour ou bien contre nous, non. Ce sont les intérêts américains d'abord. Mais quand on part un peu plus loin, on peut se rendre compte que Hillary, si elle est élue présidente des États-Unis d'Amérique, il faut se préparer à la guerre. Je pense qu'il y a eu, les Chinois ont fait une petite analyse en disant si Hillary arrive au pouvoir, il faut s'attendre à ce que la mer de Chine ou bien l'Asie-Pacifique prenne feu, parce qu'il y a beaucoup de bases américaines. Et si Trump arrive au pouvoir en Amérique, donc l'Amérique va se replier sur elle-même, c'est ce que les autres disent. Il va faire des rappels de troupes. Exact, oui. Mais dans tout ça, c'est l'image négative que l'Amérique a donnée au monde. Du jamais vu. Les plus grands pays démocratiques
au lieu de faire un débat de fond, avec des insultes, hein, des coups bas. Et aujourd'hui, honnêtement, l'Amérique n'a pas de leçons de démocratie à donner aux gens. Parce qu'à voir ce qui s'est passé, ça doit interpeller. Non, il a répondu déjà. Ça doit interpeller tout le monde. Comment ces gens qui viennent vous dire il faut discuter, il faut négocier, il faut droit de l'homme, tout ça. Deux présidents, deux candidats présidents s'insultent. Histoire des femmes. Donc c'était terre à terre. Et puis en Amérique, c'est de l'argent. Celui qui a l'argent gagne. Il n'y a pas de démocratie. Je m'excuse. Je crois que c'est partout. Hein? C'est l'argent partout. Sans argent, même tu peux raconter ta vie. Non. Et il a de l'argent. Alors, je vais vous poser une dernière question qui va terminer cette émission. Il nous reste 5 minutes, mais c'est une question que je vous la pose. Vous y répondez sans tenir compte de la réponse que le confrère a donnée, n'est-ce pas? Vous ne réagissez pas à ça. Alors, je reviens au Congo et je vous pose la question qui m'a été posée. Et j'étais incapable de répondre moi-même à la question, mais je vous la pose quand même. Ce sera une question qui va servir de base à la prochaine émission. Alors, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, quels sont les intérêts du Congo aujourd'hui? Quel est l'intérêt majeur de notre République? Quel est l'intérêt principal de la RDC en 2016? Chacun de nous répond. Moi, je réponds en 30 secondes. Hein? Moins de 30. Voilà. La réponse, je l'ai piquée, je dois l'avouer. Chez toi, ça m'a fait réfléchir toute la nuit. La RDC n'est pas désunie, n'est pas démunie, mais elle est désunie. Voilà. Intérêt général, il faut donner le mot. Oui. Quel est l'intérêt général pour vous? Notre intérêt général, c'est l'unité. L'unité, pas seulement physique. L'unité, pas seulement, disons, l'unité des citoyens. Mais c'est l'unité de pensée. Nous venons de parler de l'Amérique. L'Amérique a un intérêt national. Tous les pays qui émergent, y compris les nouveaux émergents, chaque pays est identifié par son intérêt national. Nous, jusque-là, parce que nous sommes désunis, nous sommes en quête d'intérêt national. Merci, merci. Jérôme. La cohésion nationale, la cohésion d'esprit, d'intérêt et d'intelligence, pour que nous puissions protéger ce que d'autres pays du monde n'ont pas. Les fabuleuses richesses que nous avons, qui sont d'un potentiel extraordinaire, que nous devons protéger, certifier, afin de reconstruire ou de construire ces pays que tout le monde a envie. Et pour y parvenir, nous devons nous protéger, c'est-à-dire bâtir des murs mental, au niveau du mental, et nous préparer, comme le dit souvent mon voisin de droite, pour affronter ceux qui viendront chercher de l'eau chez nous, ceux qui viennent chercher le minerai chez nous, et ceux qui viennent nous diviser, il faut les défier et les minoriser face à nos intérêts, à l'intérêt supérieur de la République. Merci, je terminerai par Frédéric tout à l'heure. Bruno. Les grands enjeux, à mon avis, pour 2016 ou 2017 pour le Congo, on le dit presque dans les termes voisins, c'est la stabilité du Congo, la préservation de l'unité nationale et la préservation de la nation. C'est ce à quoi doit travailler tout leader, tout cadre politique, tout intellectuel. Parce que si nous ne préservons pas cette stabilité, cette unité, en 2018, on ne parlera pas d'un pays, on parlera de plusieurs pays. Merci, merci Diana. Bon, ouais, mais écoutez, le plus grand intérêt pour nous, c'est que nous sachions ce que nous voulons. Nous pouvons la cohésion, l'unité, la force. Je vous ai dit de donner votre réponse. Hein. C'est ce que je dis, ce n'est pas un don. Ça ne doit pas être un don. Ce sont des histoires qui se travaillent. Qu'est-ce que on ne peut pas travailler la cohésion du moment où nous ne sommes d'accord sur rien. Lorsqu'on dit, par exemple, que dans un pays démocratique, qu'il y a d'un côté le peuple et de l'autre les adversaires du peuple. C'est impensable. Comment vous voulez que nous puissions avancer dans un pays où il y a une portion qui se considère peuple et les autres ne sont pas. Tant que nous n'aurons pas intériorisé toutes ces notions-là, il n'y aura ni paix, ni cohésion nationale, ni quoi. Donc nous devons nous former à la démocratie. Merci beaucoup. J'ai dit, John Ngomba, très rapidement, il reste 3 minutes. Vraiment. Il faut, pour nous, consolider la République et promouvoir la citoyenneté. Merci beaucoup. Et on termine par notre ami Freddy Moulumba. Oui, moi je pense que l'intérêt du Congo, c'est travailler pour reconstruire l'Afrique. Tant qu'on n'a pas fait ça, nous serons toujours fragiles.
et avec les richesses que le Congo possède, et c'est le seul pays qui est capable de faire développer l'Afrique. Malheureusement, le Congolais n'est pas conscient. Merci beaucoup. Vous avez vu que ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas évident, parce qu'on n'y travaille pas assez. Pour résumer, je pense que quelqu'un a dit qu'on a un problème de vision. Nous devons travailler pour une vision d'avenir. Et si nous travaillons pour y arriver, il nous faut de la cohésion nationale, il nous faut de l'unité, il nous faut de la stabilité et il nous faut une citoyenneté. Mais tout ceci, nous ne pouvons le faire que si nous travaillons pour que l'Afrique, qui compte sur nous, puisse se retrouver dans notre politique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Je voudrais simplement vous faire rire un peu. Il n'y a pas beaucoup d'humour dans cette émission, c'est très très sérieux. Mais j'ai lisé comme ça sur les réseaux un humour, quelqu'un qui disait, écoutez, hein, même si le peuple ne me soutient pas, il y a encore la population. Voilà. C'est par ici que nous terminons, nous terminons cette émission. Tu vois que ça me fait rire un peu. Nous terminons cette émission avec ces jeux un mot nouveau que j'ai appris aujourd'hui de Diana, la philotoxie. Donc, la querelle autour des mots. Aujourd'hui, nous avons parlé peuple et population. Alors, une fois, merci beaucoup de votre fidélité. Nous avons été nombreux. Nous avons parlé aujourd'hui du travail de la SENCO pour qu'aboutisse un accord complètement inclusif et avec l'ensemble des acteurs de notre nation. Nous avons parlé des changements qui interviennent dans le monde, surtout aux États-Unis, et nous avons compris que les États-Unis, c'est les États-Unis, et pour que nous soyons en accord avec ce qui va se passer chez eux, nous devons commencer par savoir ce que nous-mêmes, nous voulons. Au revoir. Espace républicain. Espace républicain.